Salam alaikum. Bonjour, alors reprenons s'il vous plaît, nous sommes à peu près à 20 minutes de retard par rapport au programme. Je souhaite la bienvenue à toutes les participantes, à tous les participants. Et en votre nom, donc, j'accueille quatre intervenants. Alors, dans l'ordre, Madame Farida Bourbi, qui vient de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Benimlal. Monsieur Youssef Neit Belhaïd, à ma droite, donc Faculté des Sciences de l'Éducation. Madame Hanan Sabaka, donc qui vient de la Faculté des Sciences de l'Éducation de Rabat. Et Monsieur Jalal Arab, qui vient de la Faculté des Lettres d'Agadir. Toujours dans l'ordre, alors nous avons une durée d'une heure, soit 60 minutes réparties, divisées par 4. Ça vous donnera donc droit à 15 minutes. Alors à 15 minutes, je vous demanderai s'il vous plaît de respecter le temps. Alors vous pouvez quand même exploiter votre créativité pour vous adapter au temps. D'accord. Donc, Mme Farida Bourbi, à vous la parole. Alors, donc vous allez intervenir sur l'urgence de l'éducation artistique au Maroc, catalyser la créativité et l'innovation. 15 minutes, s'il vous plaît, maximum. Si vous faites moins, vous serez très gentil. D'accord. Je ferai mon mieux. Alors bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être ici parmi entourée des spécialistes et des experts dans le domaine de la didactique et de l'art aussi. Et je remercie infiniment Monsieur Kirlin pour la qualité de son intervention qui nous a donné autant d'informations sur ce que c'est la créativité, l'éducation artistique qui doit passer tout d'abord par l'expérience esthétique. Et de ma part, je vais franchir les pas des écoles marocaines publiques pour voir la place qu'occupe l'éducation artistique dans l'école marocaine. Peut-on aussi parler d'une éducation artistique? Existe-t-il une éducation artistique véritablement dans les écoles marocaines publiques? Et dans le temps qui m'est imparti, je vais présenter un exposé en tant qu'enseignante d'abord, puisque j'ai passé quelques années dans l'enseignement au lycée secondaire qualifiant, pour discuter de l'éducation artistique comme une urgence qu'il faut l'adopter et comme catalyseur de la créativité et de l'innovation. Alors, j'ai pris quelques photos hier à l'intérieur du lycée qualifiant dans lequel je travaille. Et vous savez que les élèves sont enclins à dessiner sur les tables, les portes des toilettes, des graffitis, et qui sont vivement condamnés par le corps enseignant et par le personnel de l'administration. Ils sont jugés dépourvus de toute esthétique et ils sont considérés comme des actes de vandalisme, tout simplement. Et donc, moi, je vais parler à partir de ces photos pour poser des interrogations, effectivement, sur ce genre d'actes qu'on a toujours l'habitude de voir sur les tables et sur les murs des classes à l'intérieur des écoles marocaines publiques, et donc de poser ces questions-là. Donc, premièrement, il est crucial de se demander si nous avons enseigné à ces jeunes élèves ce que c'est l'esthétique, d'abord. Avons-nous fourni à nos élèves des espaces appropriés pour qu'ils puissent s'exprimer et partager leur vécu? Pour aller plus loin, pouvons-nous affirmer que nous offrons une éducation artistique au Maroc qui pourrait aider ces élèves à développer leur créativité?
La réflexion devrait aller au-delà de la simple désapprobation des graffitis. Les questions fondamentales concernent la compréhension de l'éducation artistique. Est-ce que nos élèves sont exposés à des idées d'esthétique et d'expression artistique? Avons-nous intégré des opportunités pour cultiver leur créativité au sein de notre système éducatif? Les espaces pour s'exprimer artistiquement sont-ils suffisamment disponibles? Alors, l'éducation artistique occupe une place cruciale dans l'école du XXIe siècle, en fournissant aux élèves des compétences et des perspectives essentielles pour prospérer dans un monde en constante évolution. Au-delà de l'apprentissage des techniques artistiques, l'éducation artistique cultive la créativité, la pensée critique et la communication, des compétences indispensables pour faire face aux défis complexes de l'ère numérique, de l'intelligence artificielle et de l'économie mondiale. Alors, dans cette communication, nous analysons comment l'éducation artistique favorise la créativité comme catalyseur de l'innovation, la pensée critique et la communication efficace. Nous mettons l'accent également sur les enjeux majeurs auxquels le Maroc fait face en matière d'éducation artistique, qui soulèvent des questions fondamentales quant à la manière dont les arts et la créativité sont intégrés dans le système éducatif. Alors, donc il est crucial de reconnaître que l'art est une expression de la condition humaine elle-même. L'homme est le seul être vivant connu pour créer consciemment de l'art, que ce soit par le biais de la peinture, de la musique, de la danse, de la littérature, de la sculpture ou d'autres formes artistiques. L'art nous permet de traduire nos émotions, nos pensées, nos expériences et nos rêves en langage visuel, auditif ou tactile. Les enfants et les adolescents, dont leur développement sont particulièrement sensibles à cette forme d'expression, car elle leur permet de donner une voix à leur monde intérieur en constante évolution. L'âme artistique des êtres humains, en particulier des enfants et des adolescents, est une caractéristique inhérente à notre nature. Elle découle de notre besoin de créer, de communiquer, de développer des compétences, d'explorer le monde qui nous entoure, de construire les identités et de trouver du plaisir dans l'expression de soi. Nourrir cette âme artistique chez les jeunes est essentiel pour favoriser leur épanouissement, leur développement global et leur connexion au monde qui les entoure. Elle est la clé de l'exploration de soi et du monde et de l'enrichissement de l'expérience humaine. Le monde moderne est marqué par la rapidité des changements technologiques et socio-économiques. Et les compétences artistiques sont de plus en plus reconnues comme des atouts pour la résolution de problèmes complexes. La promotion de la créativité, de l'innovation et de la pensée critique à travers l'éducation artistique est cruciale pour préparer les jeunes Marocains à un avenir en constante évolution. L'enjeu véritable réside dans la transformation des pratiques éducatives, car l'art est un domaine en perpétuelle mutation, reflet des évolutions culturelles et sociales. Il s'agit de préparer les apprenants à aborder l'art avec un esprit ouvert et une compréhension profonde de ses multiples facettes. Cela nécessite une réflexion approfondie sur la manière dont nous enseignons l'art, encourageant la créativité, explorant la diversité artistique et favorisant la compréhension des implications culturelles et sociales de l'art. La place accordée aux arts et aux pratiques artistiques dans le milieu scolaire marocain est, pour le moins que l'on puisse dire, déficiente, voire négligée. Cette négligence, voire cette apathie est omniprésente dans la majorité des écoles. C'est un silence problématique, une lacune inexcusable dans le système éducatif marocain. L'éducation artistique demeure souvent perçue comme un concept flou, voire incompréhensible. Bien que certains reconnaissent la valeur de la formation artistique dans l'éducation des jeunes, en raison de son potentiel à stimuler la créativité, à façonner la personnalité individuelle et à enrichir la culture personnelle, d'autres, comme le Maroc, le considèrent comme superflu, réservé uniquement aux personnes dotées
des talents exceptionnels. En dépit de ce qui est stipulé dans la Charte nationale d'éducation et de formation, surtout les objectifs liés à l'apprentissage d'habiletés techniques, professionnelles, sportives et artistiques, de base pour les 3 cycles primaires, collégial et secondaire, la réalité sur le terrain diffère souvent de manière significative. C'est en partie dû au fait que l'accent principal des autorités éducatives a longtemps été mis sur la généralisation de la scolarisation et la lutte contre l'abandon scolaire. Il est difficile dans ce contexte de prioriser l'intégration de l'éducation artistique et de la considérer comme un outil véritable d'apprentissage et de réussite sociale. Il ne suffit pas de se contenter d'un simple slogan tel que l'élève est au centre du processus éducatif. La question cruciale est de savoir si cela est réellement mis en pratique ou s'il ne s'agit que d'une déclaration de principe. Des disparités significatives émergent entre les éloges prodigués à l'égard de l'importance de l'éducation artistique dans les textes officiels et la mise en pratique effective dans les contextes éducatifs. Tout d'abord, un enjeu majeur réside dans le manque de reconnaissance de l'importance de l'éducation artistique dans le développement global des élèves. Les arts sont souvent perçus comme des matières secondaires, sans lien direct avec la préparation à la vie professionnelle. Le système éducatif marocain est fortement axé sur les matières académiques telles que les mathématiques, les sciences et la langue arabe, en grande partie en raison de l'importance traditionnellement attribuée à ces matières dans la culture marocaine. Cela se reflète dans les examens nationaux où les matières académiques ont une place prépondérante et les élèves sont soumis à une forte pression pour réussir dans ces domaines. Cependant, les compétences développées à travers l'éducation artistique, telles que la créativité, la pensée critique, la communication, sont essentielles dans le monde moderne où l'innovation et la polyvalence sont valorisées. L'insuffisance de la formation des enseignants en matière d'éducation artistique constitue également un facteur important entravant l'établissement d'un enseignement artistique de qualité. Les enseignants des écoles publiques ont besoin de formations spécialisées pour enseigner les arts de manière efficace. Cela englobe la compréhension des différentes disciplines artistiques, la pédagogie spécifique aux arts et la manière d'intégrer l'art dans l'ensemble du curriculum. L'un des défis majeurs réside aussi dans l'insuffisance des ressources et du soutien financier pour les programmes d'éducation artistique. Les écoles publiques se heurtent à des contraintes budgétaires qui entravent leur capacité à proposer des programmes artistiques complets, se traduisant par un manque de matériel, d'espaces dédiés et de personnel qualifié pour enseigner les arts. Les programmes d'éducation artistique sont souvent relégués au second plan au profit de matières considérées comme prioritaires, engendrant un déséquilibre dans le système éducatif. Par ailleurs, une problématique majeure réside dans la disparité d'accès à l'éducation artistique, marquant des écarts significatifs entre les écoles rurales et sous-privées, qui se trouvent fréquemment en déficit de ressources pour proposer des programmes artistiques de haute qualité, et les établissements urbains qui disposent d'une dotation plus généreuse en l'éducation artistique, privant ainsi de nombreux élèves des bénéfices d'une discipline des plus enrichissantes. Au Maroc, les élèves se trouvent fréquemment sous l'emprise d'une pression considérable en vue de réussir leurs épreuves, principalement celles qui sont déterminantes pour leur accès à l'enseignement supérieur. Cette contrainte exerce fréquemment une influence sur les élèves et leurs familles, les oriente vers une focalisation excessive sur les matières académiques au détriment de l'éducation artistique, souvent perçue comme secondaire en termes de réalisation de performances académiques remarquables. Et donc l'importance de l'éducation artistique dans le développement global des élèves et dans la promotion de la créativité n'est pas toujours pleinement reconnue au sein du système éducatif marocain. Cela peut résulter en une sous-estimation de son rôle dans la formation des jeunes. L'éducation artistique, souvent négligée au profit des matières académiques traditionnelles, joue un rôle essentiel dans la formation des individus et la construction d'une société éclairée. Et donc arrivons au point dans lequel on va déceler un petit peu
l'importance de l'éducation artistique pour développer chez les élèves des soft skills et des compétences comme l'innovation. Et bien sûr, l'intégration de l'éducation artistique dans les écoles publiques marocaines est cruciale pour le développement personnel des élèves, la préservation de la culture marocaine et la préparation des jeunes à un monde en constante évolution. L'intégration réussie de l'éducation artistique dans les écoles marocaines nécessite une approche réfléchie et systématique. Il me reste ? Oui, je vais faire vite. Cela implique de prendre en compte les spécificités du contexte marocain, y compris la culture, les ressources disponibles et les besoins des élèves. Il est largement reconnu par les pédagogues que l'éducation artistique et culturelle est essentielle pour promouvoir la démocratisation culturelle et l'égalité des chances. Le parcours d'éducation artistique et culturelle d'un élève se construit de manière continue, de l'école primaire au lycée, en tirant parti de la complémentarité entre l'apprentissage en classe et les activités parascolaires d'une part, et entre les programmes académiques et les initiatives éducatives d'autre part. Il englobe l'ensemble des connaissances et compétences acquises par l'élève, les pratiques artistiques expérimentées et les rencontres culturelles tout le long de son cursus. Il est difficile dans ce contexte de prioriser l'intégration de l'éducation artistique et de considérer comme un outil véritable d'apprentissage et de réussite scolaire. L'art n'est pas seulement une forme d'expression, c'est aussi un moyen d'apprentissage puissant. Lorsque les élèves s'engagent dans des activités artistiques, ils développent des compétences en résolution de problèmes, en pensée critique et en collaboration. L'intégration de l'éducation artistique dans les programmes scolaires peut aider à exploiter ces avantages pour le développement global des élèves. Et donc, on peut y revenir pendant le débat, mais finalement, on peut dire que les défis subsistent et nécessitent des efforts coordonnés de la part du gouvernement, des écoles, des enseignants et de la société en général. Reconnaître l'importance de l'éducation artistique est un pas essentiel vers un avenir où chaque élève marocain peut s'épanouir, s'exprimer et contribuer à la richesse culturelle de la nation. L'étape cruciale consiste à réviser les programmes scolaires pour intégrer l'éducation artistique à tous les niveaux de l'enseignement, de la maternelle à l'université. Cela suppose de définir des objectifs d'apprentissage clairs pour chaque niveau en mettant l'accent sur le développement de compétences artistiques, la créativité, la compréhension de la culture marocaine. L'implication des parents, des artistes locaux et de la communauté est essentielle pour renforcer l'éducation artistique. Les écoles peuvent organiser des ateliers, des spectacles et des événements artistiques qui rassemblent les élèves, les enseignants, les parents et la communauté autour de l'art. En plaçant l'éducation artistique au cœur du système éducatif marocain, le pays peut nourrir la créativité de ses élèves, renforcer leur compréhension de leur culture et les préparer à un avenir riche en opportunités. De nombreuses questions restent en suspens, nécessitant un débat approfondi, impliquant pédagogues, artistes et décideurs. Ces questions sont cruciales pour sauver une génération d'élèves qui risquent de manquer de créativité et de pensée critique, ce qui pourrait être à la fois la source d'insatisfaction des employeurs, tant marocains qu'étrangers, et une explication pertinente de l'importance du chômage parmi les jeunes diplômés. Si le système éducatif marocain se révèle incapable de généraliser l'accès à l'éducation artistique, il est temps de réfléchir profondément au rôle des associations et des fondations culturelles, des organisations artistiques qui jouent un rôle crucial dans la réponse à ces demandes. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Mme Farida Bourbi. Alors, pour permettre, ne serait-ce que cela, permettre aux étudiants, vous arrivez de prendre note de l'essentiel de ce qui a été dit par Mme Farida Bourbi. Donc, à partir d'une double posture, à la fois d'enseignante et de chercheuse, bon, vous avez interrogé le système éducatif marocain quant à l'acculturation des élèves à la vie artistique. Vous avez questionné également la possibilité de faire de l'éducation artistique un catalyseur de la créativité et un déclencheur de l'innovation, pourquoi pas. Alors, c'est vrai, des capacités transversales qui sont très importantes
avez-vous avancé pour le développement personnel, culturel, intellectuel des élèves. Et il faut dire que l'enseignement de ces capacités transversales est confronté à un ensemble de contraintes d'ordre institutionnel et pédagogique, avec une recommandation alors qu'il est urgent, vous avez avancé, donc il est urgent de traiter. Je vous remercie pour cette première communication, et peut-être on aura l'occasion de revenir sur certains aspects de votre intervention. Plus tarder, Monsieur Youssef Neit Belhaïd, qui va intervenir, intitulé L'école marocaine et l'épanouissement artistique et culturel, enjeux du plaisir et de l'ennui, anxiété et apport du numérique. J'espère que vous allez traiter de tout ça dans une durée de 15 minutes. Merci. J'espère moi aussi. Je vais démarrer mon chronomètre pour... voilà, exactement, je pense. Oui, on appuie au vôtre. Bien sûr, on appuie au vôtre. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers collègues, je suis très heureux et très honoré de participer à ce colloque international dont l'importance n'échappe à personne. Je propose d'intituler ma communication L'école marocaine et l'épanouissement artistique et culturel des enjeux du plaisir et de l'ennui, anxiété aux apports possibles du numérique. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale a publié il y a plus d'1 an sa feuille de route que d'aucuns ne cessent de vanter les mérites parce qu'il va certainement permettre de garantir une école publique de qualité pour tous. Alors, selon ce nouvel épisode d'un feuilleton de réformes engagées depuis déjà depuis l'année 2000, part de trois constats alarmants. Le premier, je parle de la feuille de route, le premier constat, c'est qu'il s'agit de 70% des élèves qui ne maîtrisent pas le programme à la fin du primaire. Le deuxième constat, ce sont plus de 300 000 élèves qui abandonnent l'école chaque année depuis 2016. Et le troisième constat, qui est en lien direct avec notre colloque, c'est que ce sont seulement 25% des élèves qui profitent et qui participent des activités d'éducation artistique et culturelle, ce que la feuille de route appelle des activités parascolaires. Je pense que au-delà de ces constats donc, alarmants, nous assistons aujourd'hui à un phénomène, à mon sens, sans précédent au Maroc. Ce sont à peu près plus de 8 millions d'élèves qui n'ont pas eu l'accès à l'école depuis 2 mois, et ceci touche de plein fouet le droit à l'éducation, qui est un droit garanti par la Constitution. Et pourquoi cette situation est très alarmante? Parce que, d'un côté, les hypothèses de départ du ministère de l'Éducation nationale pour la feuille de route vont être aggravées. Donc, quand on arrête les cours pour 2 mois, il y aurait plus d'élèves qui vont abandonner, il y aurait il y aurait moins d'élèves qui vont participer aux activités artistiques et culturelles, ça d'un côté. De l'autre côté, je pense que cette situation qui, à mon sens, est invraisemblable, il est en train de mettre
en lumière les engagements limités et surtout met en avant la limite de raisonnement de la réforme et surtout un raisonnement, et je l'emprunte à Pierre Bourdieu, qui parle de ce que Pierre Bourdieu appelle j'essaie de retrouver le terme, c'est une espèce de salutation de la réforme. Troisième élément, et j'en finis là-dessus pour passer au contenu de ma communication, c'est que cette situation en dit long sur la logique adoptée, puisque cette logique risque aussi de limiter l'accès et l'usage des éléments de la culture et de l'art au profit des enfants marocains, parce que de point de vue, à tout point de vue, je pense que c'est une espèce de congruence entre des clivages politiques et des logiques bureaucratiques qui poussent vers un caractère fragmentaire des réformes, y compris les mesures qui sont adoptées pour l'éducation artistique et culturelle. Alors, je propose d'aller directement à l'essentiel en évoquant 3 points. Le premier point que j'intitule « L'enjeu du plaisir et de l'ennui, anxiété, regard sur le bien-être à l'école marocaine ». Ensuite, la question de l'épanouissement artistique et culturel à l'école marocaine entre velléité et concrétisation. Et je vais terminer en abordant la valeur ajoutée sous forme de question de l'épanouissement artistique et culturel à l'usage du numérique. Alors pourquoi je propose de mettre comme entrée de jeu cette question du bien-être et du plaisir et de l'ennui-anxiété? Parce que du point de vue politique éducative, il y a 2 aspects qui sont jusqu'à aujourd'hui délaissés en matière de réforme au Maroc. Il y a la question de l'épanouissement et la question de l'insertion sociale. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se dit, c'est pour dire, vanter les mérites, les efforts qui ont été faits au niveau de l'accès, au niveau de la rétention et au niveau de la réussite scolaire. Nous sommes convaincus, ça a été dit par professeur Kerlan et par ma collègue, les activités d'épanouissement artistique et culturel sont centrées sur le sensible, sur le sensoriel, le corporel, et sont conçues et perçues pour compléter les autres activités qui privilégient tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est rationalité et logique. Mais cette partition, il pousse vers une espèce d'hierarchisation, et cette hiérarchisation, je pense qu'elle est d'abord institutionnelle et ensuite sociale. Cette hiérarchisation se manifeste à travers une certaine suprématie des matières dites scientifiques aux matières et des professions qui en résultent. Là, à titre d'exemple, l'ingénierie et ses acolytes, sur les matières dites littéraires et leurs débouchés en métiers de l'art et de la création. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de sortir donc de cette polémique dichotomique et que seules les disciplines scientifiques permettent la réussite et l'entrée dans la vie, non pas au sens de Georges Lapassade, mais tout simplement une entrée dans la vie professionnelle. Je voudrais aussi dire que ce n'est pas seulement notre système éducatif, mais beaucoup de systèmes éducatifs sombrent encore dans un certain nombre de tensions. La relation entre l'ennui et le plaisir, les savoirs scolaires et les savoirs sociaux, la réussite et l'épanouissement. Ce qui me pousse à adopter donc l'approche suivante, c'est qu'il faut que le numérique intégré à l'éducation artistique et culturelle, il faut qu'il permette une fréquentation heureuse et non pas pénible de l'école. Il faut garantir le plaisir d'apprendre. Il faut aussi réfléchir en termes du bien-être, puisque cette thématique occupe davantage d'espace dans le discours de la recherche en sciences de l'éducation. Je pense que l'opposé du plaisir, et vous allez être d'accord avec moi, n'est pas seulement l'ennui, mais ce que j'appelle l'ennui-anxiété. Pourquoi l'anxiété? C'est l'anxiété que l'école
et sa fréquentation génère. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas 18 en moyenne du baccalauréat, on est anxieux. Nos élèves passent tous les jours aujourd'hui à chercher à être parmi les meilleurs. Et les questions d'épanouissement sont vraiment reléguées en second plan. C'est l'expérience d'élèves anxieux qui apprennent que l'école aujourd'hui est perçue comme un espace difficilement habitable. C'est un espace plutôt de désespoir que d'espoir. C'est une confiance ambivalente de l'école qui fait défaut et qui rate ce que les missions principales que du temps de Durkheim confiait à l'école, à savoir donc l'éducation artistique, morale, esthétique et politique. Les enfants, donc aujourd'hui, et ça a été dit par notre cher conférencier, ils sont fascinés par l'immédiateté. Ils sont, du coup, donc c'est difficile de retenir leur attention. Et je pense que il semble difficile de parler de l'école marocaine aujourd'hui, en tout cas pour les générations qui ont fait l'objet de plusieurs moments de réforme, sans à la fois être émerveillés par les opportunités technologiques, mais à un moment donné, sans penser à cette nostalgie du temps passé. Ce que j'entends par nostalgie du temps passé, c'est ce que on pourrait appeler le bon ennui. C'est le moment de la rêverie, c'est le moment de la lecture, de la créativité. C'est le temps qu'on pourrait imaginer un temps mort, mais ça a été un temps sans smartphone. C'est un temps sans accès aux nouvelles technologies. Je voudrais quand même rappeler une évidence qui n'en est pas une pour ceux qui cherchent et qui sont les détracteurs de l'éducation comme bien public, qu'un élève épanoui est un projet d'une personne confiante. C'est une personne qui a la joie de vivre, une personne qui a le sens aigu du bien et du mal, une personne adaptable, résiliente, une personne qui fait preuve du discernement. Ceci donc me mène au deuxième point qui ne va pas prendre beaucoup de temps, puisque parler donc de l'épanouissement artistique à l'école marocaine, c'est aussi parler des mesures et de politiques éducatives dans ce sens. Là, la question donc, des études internationales qui montrent qu'un élève épanoui, c'est un élève qui pourra réussir, ça a été dit. Je pense que la question en termes de finalité éducative, c'est aussi un moyen d'associer les parents, d'associer l'établissement, d'associer les élus, d'associer aussi les enseignants et l'implication des artistes, tout ça, ça a été dit. Je pense que pour aborder cette question sous l'angle de la politique éducative, il faut faire le lien entre trois éléments complémentaires. Les textes d'orientation générale, mais ça, je vais vous montrer qu'il y en a énormément, donc ça ne pose pas de problème. C'est au niveau des structures et des organigrammes, nous l'avons au niveau du ministère de l'Éducation nationale et au niveau des dispositifs et des initiatives, mais c'est le lien et la complémentarité entre ces éléments. Donc, vous voyez donc la charte nationale. Donc, il parle de l'importance de l'épanouissement artistique, la vision stratégique, la même chose, surtout dans le levier 17. Je parle aussi je pourrais aussi aborder la loi cadre aussi qui parle de ces éléments, les choix stratégiques de la feuille de route, etc., etc. Alors les structures, ils sont très importantes. Vous avez une direction centrale chargée de la vie scolaire, vous avez un centre national d'innovation pédagogique de l'expérimentation, vous avez des centres régionaux au niveau des académies, vous avez un cadre référentiel pour le développement des activités artistiques et culturelles. Vous avez des centres d'épanouissement artistique et culturel qui dépassent à peu près 80 centres dans tout le Maroc. Pourquoi on accorde peu d'importance à l'éducation artistique? Je pense pour la simple raison que, au-delà des aspects que j'ai cités en termes d'orientation, c'est que les pratiques en classe sont encore loin d'intégrer les activités d'épanouissement artistique et culturel. Je vais vous citer un exemple. Voilà donc un exemple que j'ai tiré de l'SSI في اللغة العربية et qui montre que le texte, tout ce qui concerne الوحدة السادسة المجال الفني والثقافي, c'est à la fin. Il est situé vraiment à la fin du manuel scolaire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de commencer l'année scolaire par l'épanouissement, c'est à la fin, c'est au mois de juin. C'est là où les enfants sont très fatigués. Ils attendent avec impatience les vacances. Voilà un texte qui traduit de l'introduction à l'esthétique de Hegel. Voilà, donc moi j'aurais aimé voir ce texte vraiment la 3e semaine du mois de septembre. Ça va certainement changer beaucoup de choses et permettre aux enfants vraiment de venir à l'école avec
une importance motivation. Je rejoins parfaitement professeur Kerlan quand il dit que le numérique, il peut apporter des choses, mais il ne pourra jamais remplacer l'épanouissement réel. Rien, quand je prends l'exemple donc de l'expérience des visites virtuelles des musées, c'est vraiment, rien ne peut remplacer le plaisir du déplacement, la flânerie, la liberté du mouvement, l'histoire des sensations, l'émerveillement, la surprise, la visite virtuelle. Il peut être conçu comme un complément, mais non pas comme un concurrent. Je voudrais, puisque j'ai encore 2 minutes pour vous présenter une vidéo, je voudrais vous donner un exemple concret de l'usage de la littérature, parce que tout le monde, quand il s'agit de l'impact et de l'usage du numérique pour l'épanouissement artistique, on choisit souvent et de manière plus facile les visites du musée virtuel. Je pense, moi, j'ai préféré plutôt partager avec vous un très beau poème de Jacques Prévert, L'école des beaux-arts. Je pense qu'il y a une génération aujourd'hui qui a été influencée par Jacques Prévert. Et surtout quand vous pensez à Yves Montand, quand il a chanté les feuilles mortes de Jacques Prévert, je voudrais demander donc à notre cher technicien de partager avec vous une vidéo qui, de manière numérique et ludique, le même poème, on va le voir, et ce sera donc le mot de fin de ma communication. Voilà, donc on voit la vidéo s'il vous plaît. دور الشباب المغربي الواعد في بناء مستقبل يليق بأمجاد الماضي وعظمته. L'école des beaux-arts, Jacques Prévert. Dans une boîte de paille tressée, le père choisit une petite boule de papier. Et il la jette dans la cuvette. Devant ses enfants intrigués, surgit alors, multicolore, la grande fleur japonaise, le nénuphar instantané. Et les enfants se taisent, émerveillés. Jamais plus tard, dans leurs souvenirs, cette fleur ne pourra se faner. Cette fleur subite, faite pour eux, à la minute, devant eux. Voilà, je pense que nos enfants ont besoin surtout
voilà quelques Je termine juste en disant que, puisque nous avons un master de technologie éducative, je pense que c'est important de mettre ça, d'appuyer, d'accompagner les PFE par des petites activités comme ça, de prendre des poèmes. Nous avons de très beaux poèmes en arabe, mais avant de les faire en français, nos poèmes en arabe, notre belle poésie, d'en faire donc des supports comme ça. Vous êtes tous convaincus que c'est plus beau. Voilà, merci beaucoup. Merci, professeur Netblade, pour cette communication particulière. Alors, vous avez commencé par dresser l'état problématique de l'éducation nationale à travers un certain nombre de contrats que vous avez qualifiés d'alarmants. Alors, ensuite, vous avez questionné le processus des réformes du système éducatif. Vous vous êtes particulièrement intéressé au caractère ambitieux des orientations officielles des programmes. Or, cette ambition, vous avez ajouté, alors se trouve concurrencée par l'hégémonie des savoirs disciplinaires, notamment les matières scientifiques, aux dépens des capacités d'épanouissement dont les élèves ont besoin pour vivre le plaisir et la joie à l'école, le bonheur des études, et qui peuvent, avez-vous conclu, prendre un autre sens avec le bon usage du numérique. Je vous remercie. Alors, sans tarder, troisième communication. J'appelle Madame Hanan Sanaka de la Faculté des Sciences de l'Éducation intervenir sur l'éducation artistique et culturelle au Maroc à l'horizon du numérique. Que justice soit faite. Vous avez 15 minutes, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre patience. Bonjour tout le monde, ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence internationale sur le thème éducation artistique et culturelle et numérique, enjeux et mutations. Le titre de mon intervention serait l'éducation artistique et culturelle au Maroc à l'horizon du numérique. Sans tarder, je vais annoncer le plan de mon exposé. Alors, premièrement, on va faire une petite introduction. Puis, on va attaquer le premier axe qui serait l'état des lieux de l'éducation artistique et culturelle au Maroc. Le deuxième point à traiter, c'est le numérique au service de l'éducation, de la culture et de la préservation du patrimoine au Maroc. Pour le troisième axe, on va voir les opportunités et les défis de l'EAC à l'ère du numérique. Et ensuite, pour le quatrième axe, on va voir ensemble la révolution numérique de l'EAC au Maroc, intégration des MOOC et des plateformes en ligne. Le cinquième axe, le cinquième axe, ce serait l'influence des outils numériques sur la scène artistique et culturelle marocaine. Et puis on va finir avec une petite conclusion. Passons sans tarder à l'introduction. L'éducation artistique et culturelle connue sous l'acronyme de EAC représente une approche éducative permettant aux apprenants de développer leur sensibilité au domaine de l'art et de la culture. Il s'agit d'une forme d'apprentissage qui aide les élèves à mieux s'exprimer, à mieux communiquer et à renforcer leur épanouissement personnel. Par ailleurs, l'éducation artistique et culturelle à l'horizon du numérique permettrait la préservation du patrimoine marocain, la promotion de l'expression artistique et aussi à l'ouverture à la culture nationale et mondiale. Néanmoins,
L'introduction du numérique dans l'éducation artistique et culturelle au Maroc soulève de nombreux défis que nous allons voir par la suite au cours de cette présentation. Il serait donc judicieux de se demander comment l'adoption des technologies numériques dans l'éducation artistique et culturelle au Maroc va-t-elle procéder à redéfinir l'expression, la créativité artistique et la préservation du patrimoine culturel marocain. Commençons par traiter le premier axe, état des lieux de l'éducation artistique et culturelle au Maroc. Au Maroc, l'éducation artistique et culturelle est fermement ancrée dans le système éducatif national, avec une portée qui s'étend de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Cette démarche vise à promouvoir les arts, la créativité et l'identité culturelle au sein des institutions éducatives marocaines. Pour comprendre pleinement cet engagement, il est donc essentiel d'examiner les réformes éducatives et les textes institutionnels qui soutiennent cette approche. Pour commencer, on va voir la position de la culture au Maroc. L'histoire du Maroc est fortement liée et influencée par sa position géographique en tant que carrefour méditerranéen, où de nombreuses civilisations ont laissé leur marque dans le patrimoine commun de la région. Après l'indépendance en 1956, le Maroc a dû relever d'immenses défis. Ainsi, une politique culturelle s'est progressivement dessinée afin d'orienter le champ culturel marocain. Pour les bases constitutionnelles, la Constitution marocaine de 2011, dans son préambule déjà, exprime clairement la volonté du royaume de préserver son identité nationale. Aussi, dans l'article 31 de la Constitution de 2011, cet article exprime clairement que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales s'engagent à mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir un accès équitable à une éducation moderne, accessible et de qualité. Cela inclut bien sûr l'éducation artistique qui favorise l'attachement à l'identité marocaine et aux valeurs nationales immuables. Pour les réformes éducatives et textes institutionnels, il y a la Charte nationale d'éducation et de formation de 1999 qui souligne que le système éducatif doit être enraciné dans le patrimoine culturel du Maroc, respectant la diversité de ses composantes régionales. Également, il y a aussi la vision stratégique 2015-2030 qui place l'apprenant au centre des préoccupations. Ainsi, il s'articule autour de 3 fondements majeurs, l'équité, la qualité pour tous, la promotion de l'individu et de la société. Cela implique une transition significative de la société marocaine, passant d'une consommatrice de savoir à une productrice de savoir grâce à la maîtrise des technologies numériques, la recherche scientifique et l'innovation et l'excellence. Pour les programmes et stratégies, il y a le programme Maroc des arts pour jeunes créateurs. Et cela, en 2019, le ministère de la Culture et de la Communication, il a lancé le programme national Maroc des arts pour jeunes créateurs avec le slogan « L'éducation artistique, acier du développement culturel ». Ce programme vise à stimuler l'éducation artistique en encourageant les talents artistiques des jeunes à travers le royaume. Il y a aussi la stratégie visant la valorisation et la préservation du patrimoine culturel en 2023. Récemment, en juin 2023, le ministre actuel de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, travaille sur l'élaboration d'une stratégie visant à valoriser et préserver le patrimoine culturel marocain, et ce, en coordination avec d'autres secteurs. Pour illustrer l'engagement du Royaume dans le domaine de l'EAC, voici un petit exemple qui illustre un institut national. C'est l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, INB Tétouan. L'Institut national des beaux-arts de Tétouan est un établissement supérieur public dédié à la formation en arts et plastiques appliqués, sous la tutelle du ministère de la Culture, fondé en 1945 par le peintre espagnol Mariano Bertucci,
sous le nom d'École préparatoire des beaux-arts de Tétouan. Et il a évolué pour devenir l'École nationale des beaux-arts en 1956, après l'indépendance du Maroc. En 1993, il a été élevé au statut d'établissement d'enseignement supérieur et a pris le nom d'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Depuis lors, l'INB Tétouan s'est principalement consacré à la formation de cadres et de créateurs travaillant dans divers domaines artistiques. Le deuxième axe à traiter, c'est le numérique au service de l'éducation, de la culture et de la préservation du patrimoine au Maroc. Le Maroc, comme de nombreux pays, est témoin de l'impact croissant des technologies de l'information sur les domaines de l'éducation, de la recherche et de la communication, et aussi de la préservation du patrimoine culturel. Le monde entier fait face à une révolution numérique qui a été considérablement accélérée par la crise sanitaire de 2020. Cette évolution a poussé de nombreux personnels à créer des fonds numériques et des plateformes pour le partage de documents numérisés, créant ainsi de nouvelles opportunités pour l'éducation, la culture et la préservation du patrimoine. On prend ici l'exemple de Covid. Ainsi, pendant la pandémie de 2020, la crise sanitaire de 2020, on a assisté à la numérisation des musées. De ce fait, dans le contexte marocain, la crise de Covid a simulé la visite virtuelle et la numérisation des musées. De nombreux musées marocains ont répondu en créant des offres virtuelles pour pallier la fermeture des sites. Également, la programmation culturelle en ligne s'est renforcée, ouvrant de nouvelles perspectives, notamment en atteignant un public international. Toutefois, l'inégalité d'accès à Internet au Maroc et la fatigue numérique représentent des défis à relever. Concernant la modélisation 3D, les technologies de modélisation 3D permettent de rendre le patrimoine marocain accessible à un large public, qu'il s'agisse de monuments, de sites naturels ou d'objets historiques. Par ailleurs, la crise sanitaire a accéléré le développement du contenu marocain en ligne. Conscient de la contribution des technologies, médias et contenus en ligne dans l'éducation et la sauvegarde du patrimoine, le ministère de la Culture marocain et l'Académie du Royaume visent à former des individus pour développer le contenu marocain sur des plateformes en ligne. Et je peux citer l'exemple de Atfal ou Taqafa. C'était une plateforme qui était mise en ligne à l'époque de Covid. C'était un programme qui est mis en place et diffusé sur la chaîne Al-Oula pour accompagner les enfants sur le plan éducatif et psychologique en vue d'atténuer les impacts du confinement sur cette catégorie fragile. Malgré ces efforts gouvernementaux, les initiatives privées dans le domaine de la préservation de la diffusion du patrimoine culturel marocain demeurent limitées, telles que la plateforme Marocopedia, qui illustre un exemple d'initiative qui vise à digitaliser le patrimoine culturel marocain. Maintenant, voyons ensemble les défis et les opportunités de l'EAC au Maroc à l'ère du numérique. L'ère du numérique offre des opportunités sans précédent pour l'éducation artistique et culturelle, en rendant l'apprentissage plus accessible et interactif grâce aux MOOC. Les MOOC, ce sont des massive online, open online courses et aux plateformes en ligne. Cependant, ces avancées nécessitent également une adaptation de la formation des enseignants pour garantir que les éducateurs soient prêts à faire face à ces changements. Cette transition est essentielle à la fois d'un point de vue éthique, en offrant une éducation plus accessible et économique, en optimisant les ressources éducatives. Le premier défi à relever, c'est assurer un accès équitable aux ressources culturelles et artistiques en ligne. D'une manière générale, l'éducation du XXIe siècle est confrontée à un défi majeur: exploiter pleinement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour promouvoir la diffusion des connaissances et des compétences. Ces technologies ont le pouvoir de décentraliser le savoir en le reliant à un réseau, permettant ainsi de briser les barrières traditionnelles. Désormais, la connaissance n'est plus l'apanage des lieux distants, privilégiés ou réservés à une élite. Le deuxième défi, c'est la nécessité d'adaptation de la formation des enseignants à l'EAC.
Le troisième défi, c'est repenser les MOOC à l'ère du numérique, l'équilibre entre attractivité et qualité. Je termine. D'accord. En conclusion, l'éducation artistique et culturelle au Maroc, à l'horizon du numérique, nous offre une vision prometteuse de l'avenir de l'apprentissage. Cette révolution, propulsée par l'intégration des technologies numériques, dynamise l'éducation en la rendant plus accessible et plus interactive. Malgré ces défis, l'éducation culturelle et artistique au Maroc, à l'horizon du numérique, permettrait la préservation du patrimoine marocain, la promotion de l'expression artistique, sans oublier l'ouverture à la culture nationale et mondiale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Samaka Hana. Je rappelle que vous êtes étudiante à la faculté des sciences de l'éducation. Bien, alors dans votre intervention, vous avez à votre tour, vous avez permis de dresser un autre état des lieux de l'éducation artistique et culturelle au Maroc à travers un tour d'horizon que nous avez permis donc des textes officiels qui cadrent la promotion de cette forme particulière d'éducation. Et tout en soulignant donc la contribution de l'éducation artistique pour le développement des apprentissages des élèves et le dynamisme de la mission des instances éducatives, bien vous avez mis en exergue l'apport de la numérisation des contenus dans une période quand même très difficile. Et vous en avez profité pour voilà, passer quelques pistes de réflexion sur l'importance qu'il y a à exploiter le numérique pour continuer à promouvoir donc l'éducation artistique. Merci beaucoup pour votre contribution. Bien, alors, dernière communication pour ce panel. Monsieur Jalal Arab, qui, je rappelle, vient de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, et donc qui va réaliser une communication intitulée At-Takwin al-Jamali wal-Fanni bil-Jami'a al-Maghribiyya al-Rihanat wal-Ikrahat. Ustad Mohamed Jalal Arab, 15 دقيقة. صباح الخير. شكرا سيد الرئيس. سعيد بوجودي في هذه الندوة الدولية الواعدة، ومساهمتي ستحاول أن تركز على مجموعة من العناصر التي ترتبط براهنية الجامعة المغربية وبرهانات وإكراهات وجود هذه العناصر داخل الجامعة المغربية. بأن أن بعد سلسلة من الإصلاحات دخلت مجموعة من التكوينات إلى الهندسة البيداغوجية والبحث العلمي في الجامعة المغربية، وهذه التكوينات كانت تنتمي إلى فضاءات أخرى غير الجامعة، وبالتالي فدخولها إلى الجامعة تطلب بدون شك إعداد العدة لاستقطاب هذه التكوينات. وهناك أمثلة كثيرة في الإصلاح الأول والإصلاح الثاني والهندسة البيداغوجية الجديدة الآن التي شرعنا بالاشتغال بها في هذا الموسم، موسم 2023-2024، تحتوي على وحدات وتكوينات لم تعرفها الجامعة المغربية من قبل. نتحدث مثلا عن الإعلام الثقافي مثلا، وهذه مجموعة من التكوينات الموجودة في الجذع المشترك، بمعنى هي تكوينات أساسية وتكوينات وطنية، وليست تكوينات اختيارية لكل جامعة أو لكل مؤسسة التعليم العالي.
نتحدث عن الصناعة الثقافية، نتحدث عن المسرح، عن الإعلام، عن الأدب الرقمي، عن الكثير من هذه التكوينات الجديدة. ولكن السؤال الذي يطرح: هل الجامعة المغربية مستعدة لاستقطاب واستيعاب هذه التكوينات، وأحيانا للنكتة أيضا النكتة السوداء والنكتة المؤلمة أن في برنامج وتوزيع استعمال الزمن النهائي والرسمي تجد بعض التكوينات غير مسندة، يعني لم يصل بعد الأستاذ أو الذي سيدرس هذا التكوين والموسم التربوي انطلق بمجموعة من الحصص. هذه الإشكاليات التي تضعنا أمام محك نقدي، يعني لا بد أن نقف وقفة نقدية أمام هذه الأشياء التي هي مهم أن تكون هذه التكوينات بالجامعة، ولكن يجب تقصيرها وتموقعا يكون مفيدا. وأيضا حينما نركز ربط هذه التكوينات بسوق الشغل فإننا نربطها من زاوية الحرفنة، يعني المهنية، ويجب لهذه المهنية أن تحضر في هذه التكوينات. لا يمكن أن يقوم بها الأستاذ الجامعي الذي له تكوين مثلا في الآداب أو الفلسفة، أو تطالبه بأن يكون مخرجا مسرحيا أو ينجز شريطا وثائقيا محترفا. لذا فأن هذه المسألة التي أثارتني يعني أنجزت حولها دراسة إلى حد ما طويلة، والوقت لا يسمح، ولكن هذه فقط رؤوس أقلام وإثارة بعض الإشكاليات التي تهمنا جميعا ما دمنا بصدد فضاء جامعي، وما دمنا أيضا في ندوة دولية التي لا يمكن أن تمر دون إثارة هذه النقطة، لأنها ترتبط طبعا بالرهانات وترتبط بالإكراهات وترتبط بالجماليات والفنون والرقميات داخل الجامعة. هل نحن على المستوى الجامعة المغربية مستعدون أن ننجح في هذه التجربة؟ طبعا الحلم، كل الحلم أن يكون النجاح حليفنا بدون شك، والكثير من المؤسسات التعليمية التي انخرطت في هذه التجارب، لا في الإصلاح الأول ولا في الإصلاح المعدل ولا في الهندسة البيداغوجية الجديدة. ولكن هل تتوافر الإمكانيات البشرية والمادية أيضا لإنجاز ولترسيخ يعني إثبات هذه التكوينات؟ الآن تدخل السينما مثلا إلى ضمن هذه التكوينات، وعلى مستوى الجامعة المغربية ربما بدون ذكر مؤسساتها لا يوجد حتى 5 أو 6 استوديوهات متخصصة في المونتاج وفي كل الإمكانيات التي تدخل في الصناعة السينمائية. السينما هي صناعة قبل أن تكون، والصناعة مرتبطة برأس المال ومرتبطة أيضا ب انفراستركتور اللي هي أو بنية التحتية التي تدخل في نظام الإنتاج والترجيح والصناعات ورؤوس الأموال. ومع ذلك فكما قلت أن هذه حينما يبقى واحد 3 دقائق حينما نسلم بهذه الوضعية، وبعد ذلك كدارسين ومهتمين ومشتغلين أيضا ضمن هذه التكوينات نقترح أن ربما لنجاح هذه التكوينات على المستوى الفني والجمالي والرقمي، نسطر على هذه المفاتيح الثلاث التي هي صلب هذه الندوة، لا بد من في اعتقادي منهجيا لا بد من توافر 3 مبادئ أساس. المبدأ الأول المبدأ المعرفي. لا يمكن إسقاط صفة التكوين
المعرفي المؤسس على الضوابط العلمية والمناهج الإجرائية في التكوين، فهو من هذه الزاوية يتقاطع مع التكوين الأكاديمي في الجامعات والمعاهد العليا، لأن المعارف المقدمة إلى الطالب في الأقسام والأسلاك والتخصصات تقدم أولا وفق مناهج الدرس الأكاديمي والبحث العلمي، وثانيا تهدف هذه الدروس إلى التحصيل العلمي والمعرفي من خلال الدرس والبحث. إذا تلاحظون أن لنصل إلى المهنية بالدرجة الأولى لابد من التكوين المعرفي. وأعطيكم مثالا وأتمنى أن لا يؤول تأويلا يعني سطحيا، وهو أن بعض المعاهد الآن التي توجد عندنا في المغرب، وأعطي مثال مثلا المعهد الوحيد واليتيم الذي هو المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي، هو معهد متخصص في المسرح والتنشيط الثقافي. وهذا التخصص يرمي إلى تخرج جيل من المهنيين، وتتلائم أو يتلائم هذا التكوين مع سوق الشغل التي هي السينما والتنشيط والمسرح. هذا المعهد في الإصلاح الأول أدخل ضمن ما يسمى بنظام الوحدات أو نظام LMD، بمعنى ليسونس ماستر دكتوراه، ولكنه توقف فقط عند الإجازة وعند الإجازة فقط. وأن الطلبة الطموحين الذين يقرؤون أو الذين يدرسون في هذا المعهد يضطرون أنهم بعد الإجازة ينتقلون إلى الجامعة. والكثير من الأمثلة عندنا في الجامعة المغربية وحتى من المتخرجين من المعهد الذين دخلوا إلى الماستر المتخصص في فنون العرض، وهناك من وصل إلى أن أنجز دكتوراه في التخصص، ولكن الكثير منهم انسحبوا من هذه التكوينات الجامعية. لماذا؟ لأن المنطلق أو التكوين الأساس هو تكوين مهني، وبالتالي هذا التكوين المهني يختلف بكثير عن التكوين الأكاديمي الذي يعتمد على المعرفة وصرامة المناهج. وأمثلة كثيرة ما غاديش نعطي كثير منها. إذن هذا المبدأ ضروري أن يحضر هذه العلاقة ضمن هذه التكوينات الموجودة بالجامعة في إطار الإصلاحات المتواترة على جامعاتها. المبدأ الثاني وهو المبدأ الذي يرتبط إن شئتم بالمبدأ المهني في هذه التكوينات، وهو لا يمكن إنجاز أو تثبيت هذه التكوينات دون الانفتاح على المهنيين. لا يمكن أن لدي وحدة أو تكوين داخل الجامعة ومن بين مكونات هذا التكوين الإخراج السينمائي، ولا أنادي على مخرجا سينمائيا لينخرط في هذا التكوين. أنا لا يمكن لي أن أدرس الإخراج السينمائي نظريا، يمكن أن أجتهد، ولكن بشكله العلمي والمهني يجب أن يشارك في هذا التكوين متخصصا. حينما يشارك هذا المتخصص وهذا المهني في هذا التكوين، ما الذي يقع؟ يطرح لدينا مشكلا إداريا، وهو كيف ستتعامل مع هذا المختص اللي يشارك معك في هذا التكوين، وهو مسألة مستحقاته ومسألة يعني الأداء. أن يأتي فنان أو سينمائي معروف، فهو الأداء الذي يمنح لهذا المتدخل الذي فتح الجامعة يقاس بالدبلومات، يعني بالشهادات. وقد يكون هذا المخرج لا يتوفر حتى على شهادة، يعني شهادة الدبل أو شهادة الإجازة، وبالتالي
فإن غلاف زمني ديال 30 ساعة من التدريس يمكن له تجي ليه فيه واحد 1500 ولا 2000 درهم خدمة ديال سنة. لأن التعويضات هذه المسألة يعرفونها الأساتذة تتم حسب الدرجات وحسب يعني الجراد اللي كيكون عند الأستاذ من 100 درهم حتى ربما أستاذ تعليم عالي بواحد 300 درهم مع اقتطاع كذا من يعني هذا يطرح مشكل آخر. ليس هناك تقنين. أنت في حاجة إلى هؤلاء إلى المهنيين لأن هذه التكوينات لا يمكن لها أن تنجح وتستقيم بدون المهنيين. وحينما تأتي على مستوى انخراطهم ومشاركتهم في هذه التكوينات تجد الصعوبات على المستوى الأداء أو على المستوى المستحقات الممنوحة لهؤلاء. وهذا المسألة التي يجب أن يتم مراجعة. إذن طيب حتى لا أطيل أكثر وأتجاوز ما حدد لي من سقف زمني. تقريبا هذه الإشارات كبرى وأتمنى أن هذه الدراسة ستخرج إلى ضمن أشغال المؤتمر ولأن فيها الكثير من التفاصيل. وشكرا لكم على حسن الإصغاء. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ محمد جلال أعرب على احترام الوقت على التدخل القيم. Je ne sais pas, je voulais en fait restituer en langue arabe. Mais bon, donc au début, alors c'était un rappel d'une série quand même, du bilan d'une série de réformes. Alors, qu'a connu les différentes architectures pédagogiques des formations à l'université. Alors, vous êtes arrêté tout particulièrement sur les nouveautés de la dernière architecture pédagogique. Avant de questionner, dans quel sens cette architecture est réaliste, avec les possibilités de rendre efficace et efficiente l'enseignement de quelque chose qualifié de complexe, et donc pour permettre aussi à nos étudiants de s'approprier donc les capacités de l'éducation artistique. Alors, capacité très importante pour garantir l'équilibre personnel, mais pour garantir aussi donc que nos étudiants soient dans la posture de professionnels de leur tâche d'étudiant. Vous avez essayé d'examiner de très près un ensemble de contraintes qui rendent la réalisation de ce projet peu évidente. Donc un certain nombre de contraintes qui a affaire à la formation, c'est-à-dire sur le plan cognitif. Bon, vous avez regretté la non-disponibilité de spécialistes et en dernier lieu donc un certain nombre de problèmes qui a affaire à l'absence, sinon à la carence des moyens. Voilà, avant de déclarer cette séance levée, je ne sais pas si vous avez des questions à adresser à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre intervenant. Bonjour, Hicham Chakli, comédienne. C'est pas une question, c'est juste un petit commentaire. C'est vrai que l'éducation artistique, elle se vit, dans le sens où elle se pratique. Elle est faite pour être vécue par le partage avec une œuvre, avec un espace, avec un plat, une lumière, avec d'autres élèves, au travers de spécialistes, qui sont les artistes en général, des comédiens, des chanteurs, des peintres, qui sont vraiment les témoins de cette pratique artistique. C'est eux qui peuvent témoigner, c'est eux qui arrivent
à partager, peut-être à transformer, peut-être à élever, dans le sens, comme disait Jacques Lecoq, élever dans le sens du verbe élever, élever les élever vers le beau, c'est-à-dire vers cette, dont on a parlé tout à l'heure, vers cette esthétique. Et donc, pour recommandation peut-être l'année prochaine, s'il y a un deuxième colloque, peut-être inviter des artistes, des praticiens qui sont vraiment témoins de cette pratique artistique, qui peuvent, eux, témoigner, apporter, enrichir et partager leur expérience artistique. Parce que l'éducation artistique, elle est faite pour les jeunes, pour les enfants. Quand vous avez une classe de 30 ou 40 élèves, vous n'allez pas leur faire un exposé sur ce que c'est que l'éducation artistique et santé. Donc il faut vivre avec eux, leur apporter des outils et leur donner cet amour de la pratique artistique pour qu'ils soient finalement les spectateurs de demain. Pour nous, ce qui nous intéresse en tant qu'artistes, on voudrait les retrouver dans nos salles de spectacle, on voudrait les retrouver dans les expositions, on voudrait les retrouver aussi comme citoyens, on voudrait les retrouver pour participer à cette beauté universelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Chakib. Nous accusons réception de votre suggestion. Alors, quelqu'un ou quelqu'une d'autre? Vous êtes fatigué? Fatha Fedi. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Merci. Justement, je vais profiter de mon poste sur directeur pour prendre mon temps. C'est pas grave, vous nous ratez jamais. En fait, j'ai entendu deux mots qui m'interpellent depuis tout à l'heure. C'est la notion du plaisir et potentiel. Si on cherche à travers les activités artistiques à l'école, en fait, d'en faire de ces élèves des gens qui vont réussir dans la société, etc., là, je crois à cet enseignement. Pourquoi? Parce que la vocation principale, contrairement à ce qu'on pense nous, la première vocation principale de l'école, c'est une vocation ludique qui permet le jeu. La deuxième vocation principale de l'école, c'est une fonction sociale qui permet la socialisation de l'enfant, qui passe d'un milieu familial restreint à un milieu institutionnel où il y a l'autre qui n'est pas forcément de sa famille. Et la troisième vocation principale, c'est la transmission en fait du savoir. Et la transmission du savoir n'est pas seulement en fait un savoir, des connaissances, etc. Ça, on revient justement à l'intelligence. Ce que c'est, l'intelligence, c'est pas ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Donc si on a besoin d'enfants intelligents, donc il faut leur développer le potentiel. Et on développe le potentiel pas avec les mathématiques, au mon cours de psychologie, ou le cours d'expression de français, etc. Non, c'est en passant par des activités culturelles et artistiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont solliciter une autre partie du cerveau. Un cerveau sollicité de différentes manières, parce que le théâtre va solliciter un centre, la musique va solliciter un autre centre, la danse un autre centre. Donc c'est un cerveau qui est sollicité en entier. Et si vous voulez réussir dans votre vie, les jeunes, éloignez-vous de l'université. C'est le conseil donné par ceux qui ont réussi dans la vie. C'est pas moi qui donne ça. C'est les GAFAM, les patrons des GAFAM, Google, Facebook, etc. MC, Microsoft, ils n'ont même pas une licence. Elon Musk, dernièrement, il a recruté un enfant de 14 ans parce qu'il a du potentiel. Votre savoir, messieurs, dames, est téléchargeable sur Internet. Mais qu'est-ce que vous avez à part votre savoir? C'est le potentiel. Eh bien, si vous voulez développer votre potentiel, pourquoi? Parce que ça passe par l'épanouissement. Un enfant ou un étudiant productif n'est pas forcément épanoui. Un enfant, un étudiant épanoui est forcément productif. Et là, l'épanouissement passe essentiellement, exclusivement, à travers les activités culturelles et sportives qui sont marginalisées, malheureusement, les curricula et tout, on trouve quelques phrases pour faire plaisir, etc. Et là, je reviens à l'exemple du cinéma donné par mon cher collègue. Des étudiants en master, on va leur ramener un professionnel, un réalisateur. Leur rêve, c'est de devenir réalisateur. Il a avoué lui-même, le réalisateur n'a pas même pas un degré. C'est-à-dire que c'est celui qui a réussi. Mais il n'a pas réussi grâce à l'école. Donc l'école, c'est, comme il a dit, c'est pas Peter Thiel, le propriétaire de PayPal. Vous savez ce que c'est PayPal? Ça pèse
des millions de dollars. Ben, il a voulu, en fait, il a créé une bourse pour les étudiants, à condition de quitter l'université. Jacques Ma, il a réussi grâce à son potentiel. C'est le directeur général d'Alibaba. Même en fait, dans la guerre, le général Giap, c'est un général qui a donné une leçon aux Américains et qui a corrigé les Français dans la guerre de Dien Bien Phu. Souvenez-vous, ce général, il n'a jamais été dans les bancs, en fait, d'une école. Le dernier exemple, dans mon secteur d'activité aussi, qui est le sport. La prof de Michael Jordan lui a dit, Michael, pour réussir, il faut faire des maths. Il lui a dit, bon, moi, je vais faire du basketball. Et heureusement, il n'a pas écouté sa prof. Merci à vous. Oui. Merci. Il ne faut jamais oublier que c'est grâce à l'école que nous sommes aujourd'hui ensemble. Alors, le coordonnateur de cet événement vous remercie et vous invite à une pause déjeuner.